Je me présente, Alexandra Thalès, je suis conseillère pédagogique à la CSDM. Je vais vous parler aujourd'hui de la compétence lire des textes variés au primaire. Je vais aussi parler des textes variés, de la lecture des textes variés au secondaire. Alors, la compétence lire des textes variés, simplement, c'est qu'on doit amener nos élèves à être capables de lire différents types de textes, différents contextes, de façon à ce qu'ils les décodent, ils les lisent et qu'ils les comprennent aussi. C'est simplement dit. C'est ce que le programme veut qu'on fasse. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais décortiquer le programme et on va regarder ce que ça comprend, cette compétence-là, et ce qu'il faut faire pour la développer et ensuite comment on va faire pour l'évaluer. Pour que l'élève devienne un lecteur compétent, un lecteur expert, il va falloir qu'il développe au départ tout ce qui est préalable à la lecture. Donc, ce qu'il faut comprendre, avant que je rentre dans les détails, c'est que la lecture est à la fois un outil d'apprentissage, mais aussi un objet d'apprentissage. Donc, en tant qu'enseignant, on doit développer les deux parallèlement. Comme vous le savez, les élèves auront besoin de la lecture pour continuer leur apprentissage tout au long de leur parcours scolaire. Donc, et ça, c'est la partie outil. Outil, la lecture comme outil. La lecture comme objet, c'est tout ce que ça va prendre pour que l'élève devienne compétent en lecture. Il y a aussi les connaissances antérieures. Dépendant des élèves qu'on a devant nous, certains ont déjà un parcours scolaire dans leur langue, donc ils ont, au cours de leur parcours, ils ont quand même développé plusieurs stratégies sur lesquelles on pourra s'appuyer pour faire apprendre la L2. Nos élèves qui sont plus jeunes, qui, eux, sont au début de leur parcours scolaire, ces stratégies-là, va falloir leur enseigner. Les stratégies, j'en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toutes les connaissances antérieures qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on met nos élèves en apprentissage de la lecture. Comme je dis souvent, c'est que pour bâtir, pour construire une maison, il faut des bases, il faut une fondation solide. La fondation, c'est ce que je pourrais appeler les connaissances antérieures. Donc, on va construire sur ce que les élèves ont déjà. À partir de ce qu'ils ont, on va bâtir autre chose. Et parmi ce qu'ils ont, la langue maternelle, c'est un outil sur lequel il va falloir s'appuyer pour justement amener nos élèves à apprendre la L2. On part de leurs connaissances antérieures, on veut bâtir. Il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, il faut avoir en tête qu'on veut favoriser des transferts. Tout ce qu'on va leur apprendre, il faut que l'élève puisse le transférer et toujours avoir en tête le fait que la lecture est à la fois un outil et un objet d'apprentissage. On va devoir réfléchir à comment on enseigne et qu'est-ce qu'on utilise pour enseigner la lecture, d'où l'importance de prendre des textes signifiants, de rester dans ce qui représente, qui fait du sens pour les élèves. Ça aura plusieurs impacts, entre autres la motivation. Il y aura certainement un impact sur la motivation et aussi en gardant des textes beaucoup plus signifiants qui respectent beaucoup plus ce que l'élève, les connaissances antérieures des élèves, ça permet de construire et de rester dans la zone proximale des élèves. Donc, en tête, il faut garder ça en tête, c'est très important. La signifiance des textes, c'est une chose. Il faut aussi réfléchir à la complexité des tâches. Donc, y aller de façon progressive. Dans l'absolu, ça peut paraître compliqué, mais on va voir plus loin que nos paliers vont nous permettre d'aller dans cette progression-là. Et à travers tout ça, j'en ai parlé au début, il y a les stratégies qu'il faut enseigner. Donc, on sait que les stratégies, c'est très important pour les élèves parce que tout au long de leur parcours, lorsqu'ils seront face à des difficultés, ils vont devoir faire appel aux stratégies qu'on leur aura enseignées. Donc, ces stratégies-là, il va falloir les enseigner de façon explicite, non seulement leur dire à quel moment les utiliser, mais comment les utiliser. Dans le programme, on parle des stratégies et encore une fois, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour finir, c'est sûr qu'il faut respecter la démarche de la lecture. Donc, lorsqu'on lit, il faut toujours avoir une intention de lecture. Si on n'a pas d'intention, on est parfois dans la brume. L'intention va guider la compréhension. Dépendant des intentions, les questions qu'on va poser vont être différentes. Donc, très important de garder en tête que l'intention de lecture, elle est au centre de tout ce que je vous ai dit.
Tout à l'heure, j'ai parlé des préalables à la lecture et j'ai aussi parlé des stratégies de lecture. Je vais prendre un petit moment pour vous expliquer plus en détail ce que c'est. Ce que je dois dire tout de suite au départ, c'est qu'il faut, je parle pour le primaire, mais je parle à la fois pour le secondaire aussi. Petite parenthèse que j'ouvre, c'est que dans le programme ILSS du secondaire, nulle part on voit apparaître les stratégies. Donc, ça serait très important que les enseignants du secondaire ne se gênent pas et aillent voir un petit peu ce qui se passe au niveau du programme ILSS du primaire, où là, nos stratégies sont clairement explicitées. Et je vous dirais, prof du secondaire, en allant regarder de ce côté-là, ça va vous donner des idées, des stratégies que vous devez enseigner aux élèves et un petit peu comment les articuler. Les préalables à la lecture, j'en ai parlé tout à l'heure, principe alphabétique, décodage, fusion syllabique, sens de l'écriture, qui va pour l'écriture, oui, mais qui est quand même important pour la lecture. Tout ça, ça se trouve dans notre progression des apprentissages, que ce soit au primaire ou au secondaire. De l'autre côté, on a les stratégies. On a les stratégies de préparation à la lecture, les stratégies de compréhension et les stratégies qui entourent toutes les démarches de la lecture. Au niveau des stratégies de préparation à la lecture, on a tout ce qui est anticipation, regarder une première de couverture, voir, anticiper, faire plutôt, pas anticiper, mais plutôt faire des prédictions sur ce sur quoi portera l'histoire. Donc, tout ça, ça fait partie de la tâche de l'enseignant. Lorsque vous lisez à vos élèves ou que vous lisez avec vos élèves, vous devez aborder tout cet aspect. Pourquoi? Parce que ce sont des stratégies qui vont être transférables par la suite à différents niveaux. Exemple très simple, lorsqu'on va à la bibliothèque, on va se fier sur une première de couverture pour anticiper l'histoire, puis voir, peut-être que je vais prendre ce livre. On va se fier sur le titre pour savoir si c'est un livre ou un roman qui nous intéresse. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'enseignement de ces stratégies qui vont être très utiles aux élèves. Alors, dans le programme, on a tout ce que j'ai dit. Tout ça doit être articulé. Donc, articulé dans le programme du primaire, à partir de la page 56, on a la partie que je dirais la plus importante, où là, tous ces éléments-là sont articulés en fonction des connaissances qu'on doit enseigner aux élèves. Et c'est à partir de là que vous allez être en mesure de voir tout ce qu'il faut enseigner aux élèves. Je vais parler du principe alphabétique qui rentre dans nos préalables à la lecture. La langue française, c'est une langue qui n'est pas facile. Hein? On l'appelle une langue, on dit que c'est une langue opaque. Pourquoi opaque? Parce que c'est une langue où tous les sons qu'on voit ne se prononcent pas et certains sons se prononcent différemment dépendant du contexte. Contrairement aux langues qu'on appelle des langues transparentes où tout se prononce. Donc, vous comprenez que c'est une langue pas facile à apprendre. D'où l'importance de faire un enseignement systématique, vraiment des correspondances. Pour vous donner un exemple, en français, on a 26 lettres, mais on a 36 phonèmes, 36 sons. Donc, 26 lettres nous donnent 36 phonèmes, mais ces sons-là, quand on met les lettres ensemble plutôt, ça nous donne des graphies différentes et on a environ 130 graphèmes pour faire les 36 sons. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complexe. Il faut leur enseigner ce code. La langue orale s'apprend de façon informelle. On parle, on développe notre compréhension, on développe notre façon de s'exprimer. La langue écrite doit faire preuve d'une démarche beaucoup plus consciente. Et c'est vous, l'enseignant, qui allez rendre cette démarche explicite auprès des élèves. Donc, vous allez leur expliquer le code, comment il fonctionne ce code et comment le déchiffrer. Par exemple, le son « O » qu'on entend à l'oral va s'écrire de différentes façons dépendant des mots dans lesquels on retrouve le son. Un élève, c'est tout à fait légitime que les apprenants, qu'ils écrivent tous les mots avec la lettre O, puisque le O correspond de façon simple au son O. Donc, vous comprenez la complexité? Il y a tout un enseignement à faire à ce niveau-là. Et c'est cet enseignement-là qui va permettre aux élèves de développer la mécanique, si on veut, pour apprendre à lire, parce que parallèlement à cette mécanique, où on doit apprendre à lire, décoder les mots, puis lire des phrases éventuellement, il y a ce qu'on appelle la compréhension. Donc,
On ne pourra jamais être un lecteur compétent si l'un des deux aspects est manquant. Donc, on développe la mécanique, parallèlement, on développe la compréhension. L'oral permet de développer l'écrit. On peut très bien, et on propose aussi, de développer la compréhension de lecture à travers des lectures orales, sans que l'élève soit en mesure de son côté de lire. Il n'est pas capable de lire des textes par lui-même parce qu'il est en apprentissage, est en train de développer cette mécanique dont il a besoin pour devenir expert. C'est pas grave. Parallèlement, on lui lit des textes et on travaille par nos questions, par tout ce qu'on va mettre autour, la compréhension. Et au moment où l'élève sera en mesure de lire par lui-même, bien, il aura travaillé sa compréhension, puis ensemble, les deux aspects se développeront par la suite. Il ne faut surtout pas oublier d'utiliser les connaissances antérieures des élèves. À travers tout ce qu'on fait, on sait que c'est important pour construire, et aussi la langue maternelle. Tout ça, c'est des outils que les élèves peuvent utiliser, qui vont servir aux élèves, qui vont leur servir pour développer la compétence en lecture. La mécanique, il faut la développer, mais en amont de ça, il y a tout un travail qui doit être fait. Travail qui est fait avec les tout petits de langue maternelle, les francophones, ça s'appelle la conscience phono. Nos élèves, nos apprenants, ils arrivent, bien, il faut la travailler, la conscience phono aussi. On va la travailler de différentes façons. On va travailler au niveau de la discrimination auditive, voir si les élèves reconnaissent des sons, parce qu'on sait très bien que certains sons existent dans des langues alors qu'elles n'existent pas dans d'autres langues. Donc ça, c'est important de travailler ça avec nos élèves. Une fois qu'on a travaillé au niveau de la discrimination des sons, on va travailler au niveau de la reconnaissance et tout ce qui est conscience phono. Alors, les rimes, les syllabes, les phonèmes, il y a toutes sortes d'activités qu'il faut mettre en place pour aller travailler sur toute cette conscience-là sur laquelle on pourra construire ensuite tout ce qui est écrit, hein, lecture, écriture. Il ne faut pas penser que parce qu'un élève s'exprime bien en français ou s'exprime de façon aisée en français, l'écriture va suivre. L'écriture, on l'a dit, c'est un code codé. Lecture-écriture, quand je parle d'écriture, c'est les deux. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer et d'expliciter par un enseignement explicite. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire. Ce qui est important de savoir, c'est que la conscience phono, ça le dit, c'est phono. Ça se passe au niveau de ce qu'on entend. À l'accueil, comme on ferait en classe ordinaire, quand on travaille la conscience phono, on présente des images. Par exemple, on pourrait avoir un pantalon. On veut travailler le son « on ». Alors, on aurait une image de pantalon, une image de bonbon, une image de gants. Et là, on demanderait aux élèves, par un signe, lever la main ou lever un petit carton, lever le carton lorsque vous entendez le son « on ». Mais on présente seulement l'image et on nomme l'image. Donc, les élèves sont attentifs à ce que vous dites et on voit au niveau de la conscience phono si les sons sont reconnus. C'est des exemples très simples. On peut trouver sur Internet toutes sortes d'activités. Pour travailler la lecture, on s'appuie sur un cadre théorique développé par plusieurs chercheurs, dont Françoise Armand. Ce cadre s'appuie sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est celui qui demande de développer le vocabulaire. Le deuxième axe, favoriser les interactions orales. Et le troisième axe, c'est légitimer le bagage linguistique et culturel de l'élève. Vous comprendrez que ces axes-là, je ne les ai pas nommés en priorité, les 3 axes sont aussi importants les uns que les autres. Alors, pour développer le bagage culturel de l'élève en lecture, mais il faut faire appel, on l'a dit, hein, aux connaissances antérieures et à la langue maternelle. En faisant appel à ces 2 aspects-là, on vient valoriser l'élève, on vient légitimer aussi sa personnalité, son identité et jouer sur la motivation. En lecture, on sait à quel point la motivation, c'est important. Et ça nous permet, comme on le répète, d'utiliser
un mot dans sa langue maternelle, d'utiliser ses connaissances pour aller bâtir dessus, construire dessus, permettre des transferts. Donc, le bagage linguistique et culturel, très important. Le deuxième axe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est le nerf de la guerre. Le vocabulaire ne descend pas du ciel. Donc, il faut l'enseigner. Pour l'enseigner, il faut utiliser les 3 portes d'entrée. Il faut à la fois enseigner le mot, c'est-à-dire on présente le mot, donc sous sa forme. La première porte d'entrée, c'est la forme. La deuxième porte d'entrée, c'est qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Donc le sens. Et la troisième porte d'entrée, c'est à quel moment, dans quelle phrase je peux l'utiliser? Et ça, c'est l'utilisation. Donc ces 3 portes-là doivent être utilisées. On doit les utiliser en tant qu'enseignant lorsqu'on enseigne le vocabulaire. Je dirais que trop souvent, on a tendance à s'attarder sur la première porte qui est la forme, l'orthographe du mot. On met l'accent là-dessus, on va vite sur les 2 autres portes. Le mot, pour que l'élève puisse le retenir, le comprendre et l'utiliser, il faut, oui, parler de sa forme, dire ce que ça veut dire, puis dans quel contexte l'utiliser, pardon. Et donc, ça nous amène à parler des expressions. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des expressions, puis d'en parler avec nos élèves pour toujours aller au niveau de la compréhension et faire du sens. Notre troisième axe, c'est les interactions orales. L'oral, c'est le socle sur lequel va reposer tous les apprentissages. L'élève qui veut développer l'écrit va devoir faire des transferts de ce qu'il connaît à l'oral vers l'écrit. Donc, ne pas négliger tout ce que les interactions orales peuvent amener. Au-delà de juste échanger, les interactions en lecture, ce qu'elles permettent, c'est la co-construction de sens. C'est que les élèves, face à une difficulté, on a parlé de vocabulaire, à une incompréhension au niveau lexical, lorsqu'on est en échange, un autre élève peut apporter des éléments qui viendront clarifier l'incompréhension. D'où l'importance de faire des lectures. On en a parlé au début, on le sait, il faut développer la mécanique et travailler sur la compréhension, mais la compréhension, on peut la travailler à l'oral. Donc, en tant qu'enseignant, vous faites des lectures, vous posez des questions aux élèves, vous les guidez dans leur compréhension. Fait important à souligner, c'est que les questions qu'on pose doivent le plus possible, et je dirais presque toujours, être des questions ouvertes, qui demandent à ce que l'élève réfléchisse et à ce qu'il explique. Alors, le moins possible des questions de oui ou non, auxquelles l'élève peut répondre par oui ou non. On va lui demander, alors, je donne un exemple, regarde l'image, est-ce que c'est l'hiver ou l'été? La question qui serait préférable, c'est regarde l'image, quelle saison crois-tu qu'on représente sur l'image? Et là, l'élève est obligé de nous répondre par une réponse vraiment plus précise. Donc, important de réfléchir à nos questions lorsqu'on travaille la lecture avec les élèves. Quand on fait la lecture aux élèves, quel que soit le type de lecture, on pourrait dire qu'il y a 3 grandes étapes. Il y a avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Alors, avant la lecture, c'est tout ce qui va être préparation à la lecture. On en a parlé, toutes les stratégies de préparation à la lecture sont importantes. Exploration de la première de couverture, le titre, poser des hypothèses, faire des liens avec leurs connaissances antérieures. Est-ce qu'ils connaissent le sujet dans leur langue? Est-ce qu'il y a un mot qu'ils peuvent dire? Donc, c'est tout ça qu'on aborde avec eux pour ensuite mettre notre intention de lecture qui va guider la compréhension et toutes les questions qu'on va poser par la suite. Pendant la lecture, on pose des questions, différents types de questions, toujours en lien avec la compréhension. Parfois, le vocabulaire, c'est vous l'enseignant, c'est vous qui voyez quel type de questions vous posez. Les interactions peuvent se faire pendant la lecture, enseignant-élève ou élèves entre eux. Ça aussi, c'est des aménagements qui peuvent être faits. Après la lecture, naturellement, on fait un retour sur l'intention de lecture. On voit, est-ce que nos hypothèses de base ont été validées? Donc, on a différents types de questions qu'on peut poser. Et une autre chose très importante, c'est ne pas avoir peur d'aborder tout ce qui est réaction au texte. C'est important parce qu'on va le voir,
dans le cadre d'évaluation, on évalue à la fois la compréhension, mais la réaction au texte. Donc, les élèves doivent pouvoir réagir au texte et c'est en leur posant des questions qu'on sera en mesure de les amener à devenir autonomes à ce niveau-là. La lecture faite par l'enseignant, l'idéal, même avec les plus âgés, c'est d'utiliser des albums. Des albums où on a à la fois des illustrations et du texte. N'oubliez pas que dans nos stratégies, les illustrations s'appuient sur les indices, entre autres les illustrations. C'est des stratégies qu'on doit développer chez nos élèves. Donc, utiliser des albums avec des images et du texte, c'est gagnant. Il y a aussi toute la panoplie d'albums sans texte qui permettent, sans texte, hein, ça le dit, qui permettent de travailler à la fois la compréhension, la structure du récit, le vocabulaire des élèves. Donc, ça nous donne, les albums sans texte permettent une plus grande créativité de la part des élèves et des enseignants aussi. La compétence lire des textes variés s'enseigne, mais elle doit aussi être évaluée. Alors, c'est cet aspect-là qu'on va aborder maintenant. Le programme est fait par paliers. Donc, pour chacun des paliers, il y a des attentes de fin de palier. C'est de ces attentes-là que je vais vous parler. Pour évaluer nos élèves, c'est le cadre d'évaluation. Le cadre d'évaluation au primaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Essentiellement, deux choses. D'un côté, on le sait on a toutes les connaissances, hein, toute la mécanique dont j'ai parlé, on a toute cette mécanique-là qu'il faut mettre en place, donc d'une certaine façon qu'il faut évaluer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un programme de développement par compétences. On doit évaluer le développement de la compétence en lecture. Et essentiellement, qu'est-ce qu'on évalue? Bien, on évalue la compréhension de textes variés et on va évaluer aussi la réaction, que ce soit palier 2, 3, 4 et 5. Palier 1, on sait qu'on est ailleurs. Il faut évaluer à la fois la compréhension et la réaction au texte. Dans le cadre, lorsque vous voyez le document, on parle des stratégies. Les stratégies, elles doivent être enseignées, on le sait, on ne le martèlera jamais assez, mais elles ne doivent pas être évaluées. Donc, il faut les enseigner, mais pas les évaluer. Au niveau du secondaire, même chose, il y a un cadre d'évaluation. Il y a tout le côté des connaissances que les élèves doivent maîtriser. Alors, c'est le même discours que le primaire. On doit enseigner les connaissances, toute la mécanique. On doit les évaluer d'une certaine façon pour voir le progrès. Mais ce qu'on évalue vraiment, c'est le développement de la compétence. Et ce qu'il nous dit, notre cadre d'évaluation, c'est qu'on doit évaluer la capacité de l'élève à comprendre des textes variés. Tout comme le primaire, les stratégies doivent être enseignées, mais pas évaluées. Lorsque vient le temps d'évaluer, on veut que ce soit juste et équitable pour les élèves. Petite parenthèse, on sait qu'en apprentissage, on va ramasser des traces tout au long du parcours de l'élève, tout au long de l'étape, on dira, et on va prendre les traces les plus récentes pour poser le jugement. Ce qu'on propose, et on s'appuie sur les récentes recherches de Anne Davis, c'est une triangulation des traces. Très important, on va aller chercher des traces suffisantes et pertinentes et 3 types de traces. C'est une façon, si on veut, de diminuer la subjectivité de l'évaluation, de la rendre beaucoup plus objective. Alors, qu'est-ce que Anne Davis nous dit? Elle nous dit que dans notre triangulation, on devrait avoir des traces du type observation, du type de production et de conversation. Les traces d'observation, qu'est-ce que c'est? Pendant une lecture interactive, je mets mes élèves en équipe, j'ai posé une question. Je les mets en équipe, je passe d'équipe en équipe et je vois comment ils répondent à cette question. Je suis en observation et je travaille la compréhension de lecture. Les traces de production, en fait, c'est ces traces-là qu'on utilise le plus souvent, c'est les fameuses compréhensions de texte. On a un texte, l'élève lit, il répond par des questions. Mais on peut aussi avoir d'autres types de traces de production qui seraient du genre de carnet de lecture, où on demande à l'élève de nous dire un passage qu'il a aimé dans un texte. Donc, on peut avoir ce type de traces de production. On peut avoir aussi des journaux. Donc, il y a différents types de traces. Si vous allez voir les travaux de Anne Davis, vous aurez
plus de renseignements par rapport à ça. Le troisième type de trace, c'est la conversation, les traces de conversation. Je peux faire un entretien de lecture avec les élèves. Je disais au début, l'élève n'est pas encore solide au niveau du décodage, donc je veux voir comment il lit, je fais un entretien avec lui et il lit, je l'observe, je lui pose des questions auxquelles il va répondre à l'oral. Il n'aura pas besoin du soutien de l'écrit pour me répondre. Ce sont nos 3 types de traces, les 3 types qui sont vraiment suggérés et qui permettent de dresser un portrait beaucoup plus juste du développement de la compétence de chacun des élèves. Soulignons que les traces d'évaluation doivent être récentes et surtout que l'évaluation, ce n'est pas un cumul de notes.